Bien. Ok, on y va pour le 66. Donc, 66 petit b, il fallait résoudre cette équation. Donc, on est d'accord on corrige assez vite, donc je vais corriger, mais vous intervenez si vous avez besoin. Équation produit nul, on repère tout de suite. Donc, surtout, vous ne développez pas. Et on se ramène, évidemment, à deux petites équations. J'espère que ça, vous l'avez bien vu. Ok? Équation produit nul. Cette équation est une équation en exponentielle. Donc, c'est exponentielle de x égale 1. Donc ça fait x, on applique le logarithme, d'accord? Donc x égale ln de 1, x égale 0. Oui, au pire, exponentielle de 0 est égale à 1. Ça, on savait la résoudre aussi en première, puisqu'on disait que 1, c'était exponentielle de 0, et quand on a l'égalité de deux exponentielles, c'est x égale 0. Maintenant qu'on a le logarithme, on fait un peu comme on veut. Ici, c'est ln de x est égal à moins 7. Donc là, on applique l'exponentielle de chaque côté, ce qui nous donne x égale exponentielle de moins 7. E puissance moins 7, exponentielle de moins 7, on le garde comme ça. Il y a deux solutions, grand S, 0, exponentielle de moins 7. Ok? Donc voilà une petite équation produit nul, mais sans difficulté. Mais une où il y a de l'exponentielle, l'autre le logarithme, et c'est bien, on voit qu'on peut s'en sortir. Oui, Solène. Ah oui, pardon, merci. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Elle a tout à fait raison. Eh oui, ici, vous vous rappelez, il y a toujours l'ensemble d'existence, en fait. C'est-à-dire, déjà, quelles sont les valeurs qu'on doit... Dans quel ensemble on cherche les solutions? C'était écrit dans... Oui, pardon, excusez-moi. C'était écrit 0 exclu. Mais imaginons qu'on ne l'ait pas donné, qu'on demande de résoudre ça. Il faut absolument chercher dans quel ensemble on peut chercher les solutions. Donc ici, on voit que l'ensemble d'existence de cette expression, c'est évidemment R plus étoile, d'accord? Donc on pourrait dire que l'ensemble dans lequel on cherche les solutions, c'est R plus étoile. Donc évidemment, ici, qu'est-ce qu'il faut dire? N'appartient pas à R plus étoile, hein, n'appartient pas à D, et donc il n'y a qu'une seule solution. Merci Solène. C'est la difficulté des équations avec du logarithme, contrairement aux équations où il y a de l'exponentielle, c'est qu'il y a souvent des problèmes de valeurs interdites, si vous voulez. Des valeurs qui ne peuvent pas être solutions parce que déjà l'expression n'existe pas. Et donc 0, évidemment que ça on pourrait dire, ça c'est égal à 0 quand x égale 0. Ben oui, le problème c'est qu'on n'a pas le droit dans cette expression de remplacer x par 0. Bien, on va en voir d'autres là dans le cours juste après qui sont symptomatiques de ce problème. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite? Le 68 petit f. Donc 68 petit f, toujours page 300. Alors, 68 petit f, c'était exprimer chaque nombre en fonction de ln de 3 et ln de 7. C'est du classique. D'accord? Donc, on avait 4 ln de 7 tiers plus ln de 7 au carré. Bon, là, c'est uniquement utiliser les petites formules qu'on a vues la dernière fois. On sait qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Hein, il peut y en avoir plusieurs, et peut-être qu'il y en a qui ont fait des choses différentes. Je vous en montre une. 4 ln de 7 moins ln de 3, comme ça. Donc on remplace ln de 7 tiers par ln de 7 moins 3. Plus, là on peut appliquer 2 ln de 7. En fait, les petites parenthèses ne servent plus. Hein. Donc ça fait 4 ln de 7 moins 4 ln de 3 plus 2 ln de 7. 4 ln de 7 plus 2 ln de 7, ça fait 6 ln de 7 moins 4 ln de 3. Ok, ça, c'est une méthode. Mais il y en a peut-être qu'on fait différemment. C'est la méthode à laquelle vous avez pensé, mais je vous en montre une autre. Regardez, on aurait pu faire ça. ln de 7 tiers à la puissance 4. C'est-à-dire que le coefficient 4, là, le voir comme étant le remonter pour que ce soit une puissance. D'accord? On fait le contraire de ce qu'on a appliqué ici. Plus ln de 7 au carré. Ensuite, on a une somme de deux logarithmes. On peut transformer ça en un produit. Donc 7 tiers à la puissance 4 fois 7 à la puissance 2. Ça fait ln de 7 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 2, ça fait 7 à la puissance 6 sur 3 à la puissance 4.
C'est un peu plus long, hein. Et puis là, je rebascule en disant que ça fait ln de 7 à la puissance 6 fois moins ln de 3 à la puissance 4, c'est-à-dire 6 ln de 7 moins 4 ln de 3. Ça, oui, celui-là il est plus long, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités et qu'il ne faut pas se dire que quand on part dans une direction, on n'aboutira pas. Peut-être qu'on mettra un peu plus de temps à aboutir, mais on doit pouvoir aboutir quand même. Non, mais je vous montre. Non, je pense que c'était plutôt celle-là qui marchait bien ici. C'est plutôt pour avoir conscience que quand tu t'embarques comme ça dans une transformation d'expression en appliquant tes formules, si tu ne te trompes pas dans tes formules, a priori, tu vas quand même aboutir sur tes pieds, tu vois, jusqu'à ce que tu obtiennes ce qui est demandé. Le 69. Alors, 69, c'était montrer que 1 sur E est l'unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini de l'équation. Donc, on avait une équation. Je ne prends pas la... Alors, c'était 1 sur E, l'unique solution de quelle équation? Donc, c'était ln de x carré moins ln de x puissance 5 sur E plus ln de 2 est égal à ln de 2x plus 5. Montrer que 1 sur E est l'unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors d'abord, la première chose, puisqu'on a une équation avec du logarithme, on sait qu'il y a toujours un problème d'existence. Il nous propose de chercher dans 0 plus l'infini. Est-ce que c'est bien ça l'ensemble dans lequel on doit chercher les solutions? Ben oui, parce que... Alors là, c'est x carré. Donc ce logarithme-là, il impose que ce qui est dans le logarithme doit être strictement positif. Autrement dit, il faut enlever 0. Il n'y a que 0 à enlever, hein. Donc 0, c'est une valeur interdite, déjà. Ça ne peut pas être une solution. Ici, c'est un x puissance 5 sur E. Donc là, c'est une puissance impaire. Donc pour que ce soit strictement positif, il faut que x soit strictement positif. Donc là, ça oblige à être dans 0 plus l'infini. Pas seulement enlever 0, mais enlever tous les négatifs. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça, bah, c'est 2x, c'est pareil, c'est strictement positif quand x est strictement positif. Donc c'est bien 0 plus l'infini dans lequel on cherche des solutions. Ok, déjà, c'est notre ensemble. On pourrait vérifier que 1 sur E est solution. Dans ce cas-là, ça ferait quoi? Qu'est-ce que je ferais pour vérifier que 1 sur E est solution? Oui, Solène. On remplace x par 1 sur E là-dedans, et on vérifie qu'il y a bien l'égalité. Est-ce que ça répondrait au problème? Non, parce que c'est montrer que 1 sur E est l'unique solution. Donc ça montrerait juste que c'est une solution. Oui. Mais est-ce que quand même on peut remplacer x par 1 sur E à la fin, genre pour faire la réciproque, ça vaut le coup ou pas? En fait, il y a deux manières de faire. Soit on est capable de résoudre cette équation-là et de tomber sur 1 sur E, soit on n'est pas capable, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt démontrer qu'il y a une unique solution. Et, comme 1 sur E, et si on arrive à montrer que 1 sur E est solution, ben ça veut dire que 1 sur E est l'unique solution. Du coup, ça ne sert à rien de remplacer x par 1 sur E après. Si, tu devras le faire, en fait, une fois qu'on aura prouvé qu'il en existe une unique solution. Par exemple, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Puisque le théorème des valeurs intermédiaires, il permet de démontrer qu'il y a une unique solution. Si on arrivait à démontrer que sur cet ensemble, il n'y a qu'une seule solution, et si on vérifie que 1 sur E est une solution, eh bien, ce sera elle notre unique solution. Bon, peut-être qu'on est capable de résoudre cette équation directement, algébriquement, et de tomber sur 1 sur E. Vous avez réussi à le faire? Bon, alors donc dans ce cas-là, on ne va pas utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Ce n'est pas utile. Qu'est-ce qu'on fait alors? On bricole, enfin, On bricole. dans le sens où, par exemple, on essaye de simplifier au mieux l'équation. On applique les propriétés algébriques. Ok, donc allons-y. Tu proposes, Thomas, vas-y. Moi, j'ai plutôt fait les nombres, je les ai fait passer à droite et avec les variables, je les passe à gauche. Parce que dans l'énoncé, il disait qu'il fallait séparer. Il y avait marqué résoudre algébriquement une équation de la forme ln de x égale c, c'est ça? Oui. Bon, alors vas-y. Du coup, j'ai ln de x carré moins ln de x exposant 5 sur E moins ln de 2x égale 5 moins ln de 2. Ok, donc il a commencé par déjà ramener son ln de 2x dans le même membre, moins ln de 2x,
et donc est égal à 5 moins ln de 2. OK. Ensuite, J'ai ln de E sur 2x exposant 4, mais je fais un peu vite. moi, je pense qu'il faut appliquer un peu toutes les formules qu'on a appliquées là. 2 ln de x. Ensuite, ici, moins entre parenthèses, ln de, alors, ln de 5x puissance 5, ce qui va donner 5 ln de x moins ln de e. Et ln de 2x, c'est moins ln de 2 plus ln de x, mais avec les... Bon, je peux mettre les parenthèses si vous voulez, on les enlèvera, plus ln de x, puisque c'est le logarithme transforme un produit en somme, est égal à 5 moins ln de 2. C'est bon? OK, donc ensuite, on enlève les petites parenthèses, ça fait 2 ln de x, moins 5 ln de x, plus ln de e qui fait 1. ln de e, c'est 1, hein, puisque c'est le logarithme d'exponentielle de 1, donc ça fait bien 1, moins ln de 2, moins ln de x, égale 5, moins ln de 2. Bon, là, il y a des choses qui se simplifient. Par exemple, le moins ln de 2 de chaque côté. On a 2 ln de x, moins 5 ln de x, moins 1 ln de x, ça nous fait du moins 4. Moins 4 ln de x, qui est égal à 5 moins 1, 4. ln de x 4 sur, est égal à 4 sur moins 4, c'est-à-dire moins 1. Du coup, x égale 1 sur e parce que, quoi? Parce que exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 1, c'est-à-dire x égale, et exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Et comme on a raisonné par équivalence, il n'y a pas de vérification à faire. On a trouvé notre unique solution, puisque se dit cette égalité est vraie si et seulement si x vaut ça. Donc là, on a fait une résolution par le calcul en utilisant toutes les propriétés algébriques pour une équation qui était peut-être un peu difficile au départ vu sa forme, mais au final, tout s'est bien simplifié. Oui. Moi, j'ai fait par la multiplication. Oui, bah, Je trouve, par la multiplication, c'est-à-dire par exemple, ln de x au carré moins ln de x puissance 5 sur e, j'ai dit que c'était Par quoi? ln Oui. de x au carré fois l'inverse Oui. de ça, et après j'ai... Oui, bah bien sûr. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre. L'important, c'est à la fin d'arriver à ln de x égale moins 1. Moi, ce que j'arrive, à la fin, j'arrive à avoir plutôt... enfin, à avoir racine carrée de 4 sur... enfin, racine carrée de 4 de 1 sur exponentielle de 4. Oui, mais à quel moment tu as ton exponentielle? Tu as des logarithmes là? Mais... Parce qu'il regroupe le moins au tout oui. début, là. Le x carré, le x exponentiel. Oui. Ben là, il divise. Oui, Il fait oui, fois voilà, l'inverse. oui, putain. Oui. E sur x exponent 5. J'ai bien compris, oui. Et, Mais il va bien avoir du logarithme. Il n'y a pas de l'exponentielle qui va apparaître tant qu'il n'aura pas appliqué une exponentielle. oui, en fait, j'arrive à avoir ln de e sur x au carré qui est égal à 5. Ça m'étonnerait. Enfin, moi, c'est Ça ln de E sur x exponent 4. Non, non, non. Ah, ln, ça voilà, est égal à 5. oui, donc tu appliques de l'exponentielle. Oui, c'est ce que je dis. Ah ok, tu n'as pas celui que je t'ai dit, mais ça revient au même. Ok, c'est bon pour celui-là? Oui. Alors, c'est une bonne question. Et si jamais on n'était pas capable de le résoudre algébriquement? On écoute? Si on n'arrivait pas à résoudre cette équation algébriquement, comme on nous donne la solution, on peut déjà vérifier que 1 sur e est solution en remplaçant x partout, et on vérifie que c'est une solution. S'ils nous disent montrer que c'en est une seule, on pourrait poser comme fonction, par exemple, on ferait ça moins ça égale à 0, on poserait ça comme une fonction, f de x, et puis on pourrait, si on veut vérifier que f de x égale 0 a une unique solution grâce au corollaire du TVI, en montrant que cette fonction, elle est strictement croissante, qu'elle est... en faisant les limites en 0 et en plus l'infini, en montrant que ça va couper qu'une seule fois 0, on appliquerait le corollaire du TVI. De quoi? Il faudrait montrer que
il faudrait montrer que 1 sur E, non, que 1 sur E soit bien entre 0 et plus l'infini, c'est une chose, mais il faudrait montrer que 0 se trouve bien entre la limite en 0 et la limite en plus l'infini, qu'il est dans l'intervalle image. Puisque c'est ton équation, c'est f de x égale 0. Donc il faut montrer que 0 appartient à l'intervalle image. Et l'intervalle image, c'est lui là, c'est f de 0 plus l'infini. Que tu... Ben si, il faudrait faire les limites, il faudrait faire la limite en 0, la limite en plus l'infini de toute ta fonction pour voir que 0 est bien dedans. Mais je comprends pas la réponse à la question. Je suis perdu. T'as compris la question? C'était comment on fait lorsqu'on n'a pas de réponse? Si jamais on ne pouvait pas résoudre ça par le calcul, comment est-ce qu'on montrerait que 1 sur E est l'unique solution? L'autre méthode, écoutez bien parce que je le réexplique une fois, l'autre méthode, c'est celle du théorème d'avant, du chapitre d'avant, qui dit que pour montrer qu'une équation a une unique solution, on peut se ramener par exemple à cette équation-là, en posant ça comme fonction f de x, et il suffit de montrer que cette équation a une unique solution grâce au corollaire du TVI. Comment? En étudiant les variations de la fonction, en montrant que cette fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle. Mais encore une fois, est-ce que ça marche? Peut-être pas. Peut-être que cette fonction, on n'est pas capable d'étudier ses variations. Il faudrait qu'elle ne soit pas trop compliquée. Il faudrait surtout qu'elle soit strictement monotone. Si ma fonction, elle fait ça, il y a beau avoir une seule... si on l'étudie que sur R, elle n'est pas strictement croissante, on ne peut pas utiliser le corollaire du TVI. Même si elle est strictement croissante autour de ce truc-là, quoi. Mais peut-être qu'il faudrait réduire l'intervalle. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. Cette fonction, elle aurait été trop compliquée. Vous auriez été guidé dans ce cas-là. Oui. Strictement croissante, strictement décroissante. Oui, oui. Strictement décroissante. Strictement monotone. D'accord? Bon. On reprend la partie cours. Il y a 2 exemples qui nous restent à traiter avant de passer à la suite. Monsieur, Oui. limite de limite de x quand x tend vers 0, c'est moins x. Oui. X tend vers 0 plus. Ouais. Mais on va l'écrire tout ça. On n'a pas encore écrit. On mettra 0 plus, pas 0. De quoi? On mettra 0 plus. Non, on mettra 0. Mais ça correspond à 0 plus, puisqu'elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc elle n'est pas définie en 0 moins de toute façon. Alors on en était aux applications. Regardez, et on avait l'application 3 et 4 à faire. Bon, l'application 3, elle a une importance. Regardez les 2 équations. On vous demande de résoudre 2 équations, mais elles se ressemblent fortement. Alors, 6. Alors, regardez ces deux-là. ln de x plus 3 fois x plus 2 égale ln de 6. Et ln de x plus 3 plus ln de x moins 2 égale ln de 6. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 équations, Jenny? La seconde, c'est la forme développée de la première. Alors, développer, non. Enfin, On a appliqué la propriété du logarithme. du logarithme. Hein. Le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire de ces 2 équations? Qu'elles sont équivalentes. Et si elles sont équivalentes, ça veut dire qu'elles ont les mêmes solutions. Les mêmes solutions. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais pour ça, on va le regarder. Quand on résout une équation avec du logarithme, on commence par s'intéresser à l'ensemble dans lequel on cherche les solutions, qu'on peut appeler l'ensemble de définition de l'équation, comme pour l'équation d'une fonction. OK? Et bien justement, le problème, c'est que ces 2 équations, elles n'ont pas le même ensemble de définitions. Pourquoi? On regarde la première. À quelles conditions cette équation existe, entre guillemets, pour quelle valeur de x cette expression existe? Ben, il faut que ce produit-là soit strictement positif. Dans celle-ci, il faut que ce soit x plus 3 qui soit strictement positif et x moins 2 qui soit strictement positif. Il faut que les deux soient strictement positifs. Là, j'ai besoin seulement que le produit. Alors, quand est-ce que le produit est strictement positif? Quand au moins les deux termes égaux. Enfin, quand les deux termes sont. Soit les deux sont positifs, soit les
Exactement. Soit les deux sont strictement positifs, ce qui est la même chose que là, mais il y a aussi quand les deux sont strictement négatifs. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas avoir le même ensemble de solutions. Et donc, peut-être qu'à la fin, les solutions ne seront pas les mêmes. Ils n'ont pas le même ensemble d'existence ou le même ensemble de définitions. Donc, peut-être que les solutions ne seront pas les mêmes. OK, on va les résoudre, chacune d'elles, comme ça, on va voir la différence. Commençons par celle-là. Et au pire, ça n'avait oublié le fait qu'il faut que les deux soient positifs pour que ce soit encore positif ou encore que les deux soient négatifs pour que ce soit négatif. On fait un produit. Non, mais on va faire un tableau de signes, nous, hein, on ne va pas s'embêter. On va d'abord rechercher l'ensemble. Alors moi, des fois, je dis l'ensemble d'existence et des fois, je dis l'ensemble de définition. C'est un peu comme les fonctions. Si vous voulez, on met définition. Comme ça, c'est un peu comme les fonctions. On va commencer, avant même de résoudre, il faut chercher dans quel ensemble on cherche les solutions. On a besoin que x plus 3 fois x plus 2 soit strictement positif, sinon ça n'existe pas. Donc ce sera une condition qui devra être importante une fois qu'on aura trouvé des solutions probables. Il faudra qu'elles soient dans l'ensemble de définition. Oui. On fait une équation. Non, on a besoin dans l'ensemble qu'il faut que x plus 3 fois x moins 2 doit être strictement positif, parce que c'est dans un logarithme. Et donc, on ne va pas la résoudre comme ça. Enfin, on pourrait développer, faire un delta, etc. Mais on n'a pas besoin, parce qu'on peut faire un petit tableau de signes directement. Donc, moins l'infini plus l'infini, x plus 3, x moins 2, et puis x plus 3 fois x moins 2. OK. Donc, les racines ou les valeurs qui annulent, c'est moins 3 et 2. On place les zéros. Moins 3, 2. On place les signes. Alban, les signes. Et le deuxième. Tableau de signes, plus, moins, plus. Donc, OK. Quel est notre ensemble dans lequel on va chercher des solutions? Je vais l'appeler D comme ça, d'accord? Ce sera moins l'infini, moins 3, ouvert, union, 2 plus l'infini. S'il y a des solutions, elles doivent nécessairement se trouver dans cet ensemble. Ce n'est pas grand S, hein, vous avez vu, ce n'est pas l'ensemble solution, c'est l'ensemble de définitions dans lequel on doit chercher les solutions. OK, donc deuxième partie, résolution. D'accord, je mets un petit titre, vous n'êtes pas obligé de le mettre à chaque fois, mais c'est pour bien comprendre qu'en fait, ce type d'équation, en fait, elle se résout en deux parties. Il faut toujours regarder dans quel ensemble on cherche les solutions, si ce n'est pas indiqué. C'est vrai que des fois c'est indiqué, vous ne le faites pas, mais là, ce n'est pas indiqué, donc on doit le faire. OK, donc pour résoudre ça, là, on réécrit l'équation. ln de x plus 3 fois x plus 2 égale ln de 6. Et alors, qu'est-ce qu'on écrit? À quoi c'est équivalent, ça? C'est toujours, évidemment, attention, on résout, résolution dans D. On résout dans cet ensemble-là. Donc, tout ce qu'on applique, c'est on suppose qu'on est dans D. Alors, oui? Oui, on applique l'exponentielle de chaque côté. Je ne vais même pas l'écrire, en fait, quand j'applique, puisque j'ai un logarithme de chaque côté. Vous voulez qu'on l'écrive? On l'écrit. Non, vous avez raison. On est quand même en correction et c'est important que vous arriviez à voir le lien de ce qu'on fait en fait. On applique l'exponentielle de chaque côté et en appliquant l'exponentielle de chaque côté, ça nous débarrasse du logarithme et donc il reste x plus 3 fois x plus 2 est égal à 6. Petite équation. Pardon, je suis désolé, je joue, mais... Pardon? C'est un moins? Merci. OK. Bon, comment on résout cette équation? On développe, on réduit, on se ramène à une équation second degré. Surtout, on ne fait pas une équation produit nul, hein, c'est pas égal à 0 ici. On développe, ça fait x carré, plus 3x, moins 2x, plus x,
moins 6, moins 6, moins 12. X carré plus x moins 12. J'ai développé 3x et moins 2x. Tu fais de la double distributivité. D'accord? Ok, on s'arrête là, on fait notre ABC là. A égale 1, B égale 1, C égale moins 12. Et avec ça, on doit pouvoir calculer notre discriminant. X fois x, x carré, x fois moins 2, moins 2x, 3 fois x, 3x, 3x moins 2x, plus x. Mais on peut faire avec la... C'est de la double distributivité, c'est pas une unité remarquable là. D'accord? Là, tu es obligé de faire de la double distributivité. Ok, on calcule le discriminant. Donc le delta égale b carré moins 4ac, ce qui nous donne 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 12. 49, ça tombe bien, c'est un carré parfait. Donc x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ce qui nous fait moins 1 moins 7 sur 2 moins 4. x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Moins 1 plus 7 sur 4 sur 2. Ça fait 3. Moins 4 et 3. OK. Quelles sont les solutions? Ben oui, parce qu'elles sont bien. Regardez, moins 4 et 3. On vérifie qu'elles appartiennent bien toutes les deux à D. Ça, c'est important, écrivez-le. Elles appartiennent à notre ensemble D dans lequel on cherche les solutions. Donc, grand S égale moins 4, 3. Oui, Thomas. Est-ce qu'on pourrait faire chaque terme du produit, c'est un diviseur de 6? Non, parce qu'on n'est pas, on fait pas de l'arithmétique, on n'est pas avec des entiers là. On n'est pas sûr que ça tombe sur des entiers, d'accord? Et si, il se décompose en produits de plein de manières différentes quand tu n'es pas en arithmétique. Si tu faisais de l'arithmétique, tu pourrais essayer de te dire, ok, x plus 3 est un diviseur de 6 et x moins 2 aussi. Et après, moins 2 et 3, c'est des entiers. Donc les autres, c'est forcément des entiers. Mais là, vous avez pris les trucs, mais le truc, c'est que eux, c'est déjà des diviseurs de 6. Ah ouais, non, mais d'accord, mais c'est bon pour ça, ok. Moi, il m'a dit entier, je lui donne d'autres entiers et ça ne marche plus là. D'accord? Après, le fait que eux soient des diviseurs de 6, alors est-ce que ça, est-ce qu'on pourrait dire que nécessairement ceux-là sont des diviseurs de 6? Bon, là, on est en arithmétique. D'accord? Bon, c'est pas du tout notre travail maintenant. Mais c'est intéressant comme question. On pourrait essayer d'inventer des théorèmes. Peut-être qu'il y aurait des théorèmes qui porteraient votre nom. Ok, alors. On résout l'autre. Donc, ln de x plus 3 plus ln de x moins 2 égale ln de 6. Il y a plein de choses qu'on aura déjà fait, ça va aller très vite. Hein. D'accord, la deuxième partie, parce qu'elles se ressemblent. Bon, l'ensemble de définitions, c'est pas du tout le même. Ça, c'est ça qui change. Pourquoi? Parce que nous dit l'ensemble de définitions? Il faut que x plus 3 soit strictement positif et que x moins 2 soit strictement positif. Cette fois, ce n'est pas le produit des deux qui doit être strictement positif. Comme il y a deux logarithmes, il y a deux problèmes. Tout ce qui est dans chacun des logarithmes doit être strictement positif. Et donc, c'est bien un et, ce n'est pas un ou ici. Hein. Okay? Par équivalence, on peut résoudre chacune des petites inéquations. X plus 3 strictement positif, ça veut dire que x doit être strictement plus grand que moins 3 et x doit être strictement plus grand que 2. Donc, très bien. Être à la fois plus grand que moins 3 et plus grand que 2, c'est être plus grand que 2. Autrement dit, c'est x appartient à 2 plus l'infini. C'est donc notre ensemble grand D. D, c'est 2 plus l'infini. Il faut que les deux soient vrais, les deux soient vérifiés. Pour que
x soit à la fois strictement plus grand que 3 et strictement plus grand que 2, ben, il faut qu'il soit strictement plus grand que 2. Il suffit qu'il soit strictement plus grand que 2. Sinon, les deux conditions ne seront pas vérifiées. Ben, il y en a toujours un qui est plus grand que l'autre. D'accord? Si là c'était moins 8, eh ben, ce serait x plus grand que moins 3. Une autre manière de le voir, Anna, c'est avec les intervalles. Être strictement plus grand que moins 3, ça veut dire appartenir à ça. Être strictement plus grand que 2, ça veut dire appartenir à ça. Vérifier les deux conditions, c'est appartenir à l'intersection des deux intervalles. Et l'intersection, c'est 2 plus l'infini. Par exemple, c'est égal à 2,5. Eh ben, Négatif pour ln de 2,1 moins 3. non, non, mais si tu remplaces x par 2,1, 2,1 plus 3, c'est positif. 2,1 moins 2, c'est positif. Ça ne pose aucun problème. Tu vois, dès que tu prendras un nombre qui sera strictement plus grand que 2, les deux nombres qui sont dans les logarithmes seront bien, les deux expressions seront bien strictement positives. OK ? OK, donc on n'a pas le même ensemble d'existence que tout à l'heure. Maintenant, résolvons l'équation. Alors regardez, je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais remonter d'une étape et je vais écrire ln de x plus 3 plus ln de x moins 2 égale ln de 6. Résolution dans des... ou des primes, tiens, on pourrait l'appeler des primes pour dire que c'est un autre. Mais il y a une solution qui ne passe pas. Alors maintenant, regardez, vous êtes d'accord que cette équation, quand ça existe, en gros, ben on a le droit de dire que la somme de deux logarithmes, c'est le logarithme du produit. Et hop, on a la même chose. On a la même chose. Et cette fois, qu'est-ce qu'on va dire? Que moins 4, il n'appartient pas à des primes. Alors que 3, il appartient à des primes. Donc il y a combien de solutions? Une seule. C'est pour ça que quand il y a des logarithmes, les équations, les inéquations, ça peut être plus piégeux parce qu'il faut d'abord chercher dans quel ensemble on va rechercher les équations, les inéquations. Oui. Pardon. Bien. On ne va pas faire le 4 parce que je voudrais qu'on avance, on n'arrive pas à avancer parce que ça tout prend du temps. Mais ce n'est pas de votre faute, hein, c'est parce que c'est des exercices qui prennent du temps. C'est exactement la même chose pour les inéquations. Ça veut dire que pour les inéquations, on commence par chercher l'ensemble de définitions. Et une fois qu'on a l'ensemble de définitions, on a le droit de transformer notre équation en une équation plus simple en utilisant le L exponentiel, des choses comme ça. OK? Donc, on passe à la suite. Et la suite, c'est étude des limites et courbes représentatives. Donc, on va revenir, maintenant qu'on a nos propriétés algébriques, on va revenir à la fonction en elle-même. La fonction logarithme, et il y a quelques limites à connaître, la courbe représentative, et puis être capable de faire un certain nombre d'études de fonctions. Vous n'allez pas couper là, il n'y a pas de... J'ai mis une démonstration, j'ai oublié les pointillés, bah, ça tombe bien, je les ai mis que là, parce qu'on va admettre les démonstrations. Pour une fois, j'ai un peu de retard à rattraper, même par rapport à l'autre classe, et donc j'aimerais qu'on... Si, vous pouvez couper les pointillés parce qu'on va quand même faire cette application-là, d'accord? Mais la démonstration, on va l'admettre. Donc là, vous pouvez mettre propriété admise. Même si les démonstrations, elles sont intéressantes. Au pire, peut-être dans le livre, il y en a des Oh, démonstrations. elles y sont sûrement, les démonstrations dans le livre. Mais souvent dans votre livre, elles sont les démonstrations. Elles sont écrites ici, là, dans la partie bleue. Ça s'appelle démontrer les propriétés. Alors, vous ne les avez pas toutes, hein, mais... mais souvent, elles sont sous forme d'exercice, les démonstrations. Mais ce n'est pas une histoire de me croire, c'est là où on fait des maths, Victor.
Bien. Allez, des petites choses simples, des choses à savoir. On revient sur notre fonction ln. La fonction ln, vous vous rappelez, elle est définie sur 0 plus l'infini. Et on voit bien qu'il y a deux limites à connaître, en 0 plus et en plus l'infini. D'accord? Ça, c'est nos deux limites du logarithme. Donc, on les réécrit. Le logarithme, je crois qu'on les a déjà écrites, je crois. En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. En 0 plus, moins l'infini. D'accord? Vous vous rappelez que quand x est entre 0 et 1, de toute façon, le logarithme, il est négatif. Donc, voilà, c'est pas un problème que la limite, ce soit moins l'infini en 0 plus. Est-ce qu'on peut avoir une asymptote en plus l'infini? Si, En plus l'infini. en plus l'infini. Elle est horizontale. Elle est pas. On est sûr que ce n'est pas une asymptote horizontale en plus l'infini. Sinon, la limite, ce serait Plus l'infini. un réel. Par contre, est-ce qu'on peut avoir une asymptote quand on voit cette limite-là? Oui, mais oblique. Bon, en vrai, il n'y en aura pas. D'accord? Mais on pourrait en avoir une quand on voit ça, mais seulement oblique. Est-ce qu'on a une asymptote verticale? Ben oui. Quand en 0 plus, ça tend vers moins l'infini, ça, c'est le cas d'une asymptote. Quelle est l'asymptote? Colline? X égale 0, et c'est quoi là? X égale 0, on termine sur ça, c'est l'axe des ordonnées, d'accord? Vertical. Oui, Colline. Vous n'avez pas dit que pour avoir une asymptote, il fallait que ce soit pareil des deux côtés. Non. D'accord. Non, non. Tu peux très bien même, d'ailleurs, regarde, par exemple, pour la fonction inverse, Non, mais que. Oui, mais je veux dire qu'il y a un problème. Enfin, que ça tend comme ça des deux côtés. Ça part Non. au même endroit. Mais... ben non, en fait, tu peux avoir une asymptote à droite, une asymptote à gauche. Ici, ça ne peut de toute façon être que à droite parce qu'elle n'est pas définie à gauche de 0. Non, non, il n'y a pas ce problème. Allez, deux autres limites, celle-là. Ben, j'aimerais bien que vous les trouviez de tête. Ouais, deux têtes. On ne va pas les démontrer, on va les admettre, mais vas-y, Guillaume. La limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. Alors, on verra pour la deuxième, Gianni. 0. La première 0. Non. Ça vous rappelle pas quelque chose? Taux d'accroissement. Alors, vérifions que c'est bien une forme indéterminée. Quand x tend vers 1, ln de x tend vers 0 et x moins 1 tend vers 0. 0 sur 0, d'accord? Mais, donc c'est une forme indéterminée, sauf que c'est un taux d'accroissement. Alors, c'est le taux d'accroissement comme ça, là. C'est la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et donc, ça vaut quoi, ça? f' de x0, c'est le nombre dérivé. Donc, il suffit de calculer le nombre dérivé de la bonne fonction. On parle de quelle fonction ici? ln, parce que ça, c'est ln de x. Rappelez-vous que c'est ln de x moins ln de 1. C'est pour ça que c'est f de x moins f de x0. Comme on fait tendre vers 1, c'est bien un taux d'accroissement. Et donc, c'est la fonction ln. La dérivée d'ln, c'est 1 sur x. Et comme on doit l'appliquer en x0, 1 sur x appliqué en 1, ça fait 1. C'est 1 sur x, Anna, et tu remplaces x par 1, puisque tu dois remplacer x0, x par x0 dans ta formule. Donc ici, x0, c'était 1. Donc à 1 sur x, tu remplaces x par 1. Non? Ah, il faut vraiment qu'il ressemble à la limite quand x tend vers 0 d'un taux d'accroissement. Donc là, c'est des limites un peu particulières, ça. On peut le faire quand ça tend vers n'importe quel réel et que ça a la forme d'un taux d'accroissement. Oui, exactement, ce sera toujours le nombre dérivé, à condition qu'elle soit dérivable, ta fonction. Mais la fonction ln est dérivable. D'accord? Pourquoi, enfin, vous l'avez expliqué, mais j'ai pas l'image. Pourquoi la ln de x, la limite vers 0 de ln de x moins l'infini? En fait, on n'a pas le graphique de la. On va la voir après. Mais bon, tu te rappelles, on a dit que c'est la symétrique de la fonction exponentielle par rapport à cette droite-là. Ça ressemble un peu à la racine carrée, non? Un peu.
mais elle avait une croissance encore plus lente que la racine carrée. Ta racine carrée, elle est comme ça. Je veux dire, pas forcément la racine carrée, mais la racine avec puissance. Vu que... Oui, mais ça ressemble, tu as raison, mais ça va s'aplatir encore plus rapidement que racine carrée de x. D'accord? Bon, on en reparle après, on va faire le graphique. Mais c'est pour ça que tu vas avoir quand tu te rapprocheras de 0, ça tend vers moins l'infini. Ok? Celle-ci. Alors vas-y, Guillaume. Oui, c'est 1. Et c'est aussi un taux d'accroissement. La même chose. Mais regardez, cette fois, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h, ou f de x0 plus h, si vous voulez, moins f de x0 sur h. Quand on a la limite quand h tend vers 0 de ce truc-là, ça fait toujours aussi f' de x0. Or ici, regardez, si ça, je peux écrire que c'est la limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h moins ln de 1 qui fait 0 sur h. Donc c'est exactement de cette forme, il suffit de remplacer x par la variable h, c'est pareil, qu'elle s'appelle x ou h, c'est pareil. Et ce 1 plus x, c'est 1 plus h, c'est f de x0 plus h. Donc ici, c'est encore une fois la dérivée de la fonction ln. Et cette fois, je vais y arriver, mais appliqué à ce x0. Et le x0 ici vaut 1. Donc c'est encore une fois, c'est 1. C'est 1 sur x à lequel on remplace x par 1, donc c'est 1. Bon, on ne refait pas la démonstration, c'est des taux d'accroissement. X0, c'est nous qui le déterminons à chaque fois. Et non, c'est juste parce que on te demande de déterminer cette limite et tu reconnais un taux d'accroissement où x0 égale 1. Mais tu ne vas pas le faire avec une autre valeur. Parce que ta variable, dans une limite, tu l'appelles x ou que tu l'appelles h, c'est pareil. Mais du coup, le taux d'accroissement, c'est ln de 1 plus x moins x moins Non, ln de x. non, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1. C'est f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Et du coup, ça fait ln de 1 sur h. Je te le réécris, c'est ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h avec la limite quand h tend vers 0. Et ça vaut la dérivée de ln appliquée en 1. D'accord? C'est ça qui la justifie. Dernière chose, la courbe représentative de la fonction ln admet une tangente au point d'abscisse 1. Pourquoi elle admet une tangente déjà? Pourquoi on est sûr qu'elle admet une tangente au point d'abscisse 1, la courbe de la fonction ln? Parce qu'elle est dérivable. Et le fait qu'elle soit dérivable, vous êtes sûr que ça vous assure l'existence d'une tangente. Maintenant, cette tangente, au point d'abscisse 1, elle a une équation, et on va l'écrire parce qu'elle va nous aider pour tracer la courbe. Donc, quelle est l'équation de la tangente? Y égale. On la retrouve rapidement. Là, on ne fait pas la démonstration, bon, on le fait vite. Donc, c'est y égale f' de 1. On est en 1. Facteur de x moins 1 plus f de 1. D'accord? C'est ça notre équation. F' de 1. On parle de la fonction ln. Hein. Donc c'est la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. On le remplace x par 1, ça fait donc 1. 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. ln de 1, 0. Donc ça fait y égale x moins 1. Donc ça, elle va nous servir pour tracer la courbe, cette fameuse tangente. OK. Allez, une petite application. Étudier la limite en 1/2 de cette fonction. ln de 2x sur 2x moins 1. On veut la limite quand x tend vers 1/2. Qu'est-ce qu'on fait en premier quand on doit déterminer une limite? On vérifie. On vérifie quoi? Quel que soit x, J'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? On va déterminer le défini.
Non, pas du tout. Limite à une forme de définition. Mais non, on parle de limite là. On parle pas. Regarde si elle est possible. On regarde si c'est une forme indéterminée. On le fait de tête pour regarder si c'est une forme indéterminée, Luc. Il faut le dire plus fort, Luc, on n'entend pas. Mais aussi l'ensemble des définitions, quel que soit x qui appartient à l'intervalle. Oui, enfin, de dire, est-ce que ça a un intérêt de poser cette question de cette limite? Il faut que ce soit pas, faut pas qu'elle soit définie sur 4, 5 et faire une limite en dehors. Il faut au moins que ce soit une borne de l'ensemble. 1,5, c'est quoi 1,5 pour cette fonction? C'est 0. C'est une valeur interdite. Donc, c'est une borne de l'ensemble de définition. Donc, ça vaut le coup de se poser la question de la limite, puisqu'elle n'est pas définie en 1,5. On remplace, pour voir, quand vous remplacez x par 1,5, est-ce que vous avez une forme indéterminée? 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, c'est pour ça qu'on ne se lance pas sur les opérations des limites. Il faut trouver une autre technique. Ok? Il faut lever la forme indéterminée. Oui? Peut-être avec exponentielle. Non. Mais oui. En fait, regardez, elle est en application de ce qu'on vient d'écrire. Alors, au lieu de parler d'un taux d'accroissement, on a le droit plutôt se dire, mais ça, c'est très proche d'une autre formule qu'on a vue juste avant. C'est laquelle? La limite, quand x tend vers 1, de quoi? ln de x sur x moins 1. Sauf qu'au lieu d'avoir x, on a 2x. Oui, pour avoir un x. Et donc, c'est quoi le lien entre cette fonction, dont on est capable de déterminer la limite, et celle-ci? Ben, c'est le 2x, mais c'est que celle-ci, c'est une composée de cette fonction avec la fonction 2x. Regardez, c'est un peu comme si je disais à x, j'associe d'abord la fonction 2x, puis j'associe cette fonction-là, je l'appelle g. Si vous appliquez la fonction g à 2x, vous obtenez quoi? ln de 2x sur 2x moins 1. Donc c'est une composée en fait, c'est une composée de 2x, de la fonction, je peux l'appeler f si vous voulez, de cette fonction affine et de cette fonction-là. Or vous savez faire des limites de composés, je vous rappelle qu'on a un théorème qui nous permet de calculer les limites de composés. Ok? On va faire une petite pause rapide, vous allez boire, vous revenez, je voudrais vous lire quelques commentaires d'élèves et après on continue. Ouais. Écrire grand X plutôt. De quoi? On peut pas écrire grand X à la place de X, mettre X d'abord. Ben non, c'est... Tu veux dire grand X là? Non. À gauche. Là? Non, à gauche du F. En bas. Là? Non, à gauche. Tout à gauche. Là? Oui. Ben non, c'est cette fonction qu'on va décomposer comme étant une première fonction qui a x associe 2x, puis une nouvelle fonction qui est celle-ci, qui a grand X associe celle-là, qui s'appelle la fonction g. Quand tu les fais successivement à partir de petit x, tu obtiens celle-là en fait. Donc celle-là, tu peux la décomposer, tu peux dire c'est du g rond f. C'est g rond f de petit x, cette fonction. D'accord? On va l'écrire, c'est-à-dire qu'on va poser la fonction f, poser la fonction g, et voir que c'est une composée, et après on fait notre théorème des limites de composés. C'est juste en haut, vous aviez remplacé 2x par grand X. Oui, parce qu'on fait, des fois on passe par, au lieu de parler de composé, on peut aussi plutôt le faire par changement de variable. C'est une autre manière de rédiger la composée. Mais là, je voudrais qu'on le rédige avec la composée, mais c'était pour vous dire, pour vous montrer qu'en fait, quand tu vois ça, il faut te dire en fait, ça revient au même, parce que dire que x tend vers 1,5, c'est grand X qui tend vers 1 quand grand X égale 2x, quand tu as fait ce changement-là. Tu vois, quand x tend vers 1,5, ben, grand X, il tend vers 1. Parce que 2 fois 1,5, ben, ça fait bien 1. Donc on peut rédiger ça par changement de variable aussi. D'ailleurs, dans la composée, tu te rappelles, souvent on pose un grand X dans la limite en dessous. Voilà. Et là, le grand X, ce qui est intéressant, il intervient dans la limite. Eh bien oui. Mais c'est-à-dire que nous, on a besoin absolument que ce soit 1 ici. Mais ça tombe bien parce que c'est pas pour ça qu'on te demande en Si 1,5. ça tombait mal, Eh bien c'est que ce ne serait pas la méthode. ok. Et on a une autre méthode Non, pas pour celui-là. Donc ça sera toujours le cas. Ben, quand c'est un taux d'accroissement, oui, il faut reconnaître. Sinon, c'est que tu n'as pas une forme indéterminée du 0 sur 0, par exemple.
Oui, mais c'est pas indéterminé. Oui, mais c'est parce qu'on a du 0 sur 0 que ça, on est capable de le voir comme un taux d'accroissement. Oui, voilà aussi. Oui, Voilà. parce qu'une fois indéterminé, donc on cherche d'autres manières. T'imagines, il y aurait un 3x ici. Ah ben, ça serait plus 0 sur 0 déjà. Oui. Mais si c'était. Ah non. Si Si c'était c'est x moins 1 demi, x moins 1 demi, on aurait 0 sur 0. oui. Et ben on se débrouillerait pour faire apparaître ce 2x moins 1. Sur 2x moins 2. En fait, on essaierait de se ramener à ça, en fait. On arriverait à transformer ton expression pour qu'elle ressemble à celle-là. En fait, c'est vraiment. Non, mais là, vous inquiétez pas, ça tombera jamais. D'accord? On le travaille, mais c'est pour plus tard. Je vais couper mon micro, Guillaume, alors.
Je vous dis ce que je leur ai dit. Voilà, je leur ai écrit ça. Je leur ai dit, chers anciens et anciennes élèves de Champeau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous survivez dans cet univers impitoyable qu'est le supérieur. J'aimerais beaucoup avoir des nouvelles de chacun et chacune d'entre vous, donc n'hésitez pas à m'écrire. Les terminales de cette année aimeraient beaucoup pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous pour savoir à quelle sauce ils seront mangés l'an prochain. Si vous avez l'occasion de passer un de ces jours au lycée, on essaiera d'organiser une rencontre, soit sur le cours de maths, si vous pouvez venir en semaine lors de vos vacances. Mais avez-vous des vacances? Soit un vendredi après-midi si vous revenez plutôt le week-end. Bref, vous pouvez, voilà, Emery est venu aujourd'hui, etc. De quoi? Vous êtes vicieux. Pourquoi? Si vous avez des vacances. Bon, alors voilà les petits... alors, ça c'est Gabin, c'était très court, mais Gabin c'est toujours très court. Bonjour monsieur, de mon côté je me débrouille plutôt bien à mon école d'ingénieur de Tarbes et c'est assez intéressant, bon courage. Voilà. C'est rapide. Voilà. Et voilà, c'est ça. Alors, Andrea, elle est licence de chimie à Limoges. Donc, bonjour. Me concernant, dans l'univers impitoyable qu'est le supérieur, je m'en sors pas trop mal. Un peu difficile de rester concentré dans tous les cours en amphi à cause du côté impersonnel du cours, mais je m'y fais peu à peu. Les cours sont plutôt intéressants. Pour rencontrer les élèves de terminale, je suis disponible demain après-midi. Ah oui, mais elle m'a dit ça le jeudi soir, c'était trop tard pour faire. Bon, bref, elle passera peut-être, mais ça se passe plutôt bien pour elle. Ensuite... Hop. Vous allez voir des gens pour qui ça se passe pas bien, qui se sont... Ouais. Je vous donne... On veut du sang et des larmes. Non, je vous les donne tous, hein, d'accord? Alors, ça c'est Léo. Non, alors, qui c'est qu'il y avait? Ah oui, je les ai... c'est un autre Léo. Alors, Léo, lui, il est... il était en quoi? Il est en droit, fac de droit. Donc lui, il a changé vraiment par rapport à ses options. De quoi? Non, c'est pas Léo Gineux, c'est Léo Lacombe. Voilà, bonjour monsieur, merci de prendre nos nouvelles et comment allez-vous? Tout d'abord, je tiens à préciser que le fait de se mettre au travail de manière assidue et conséquente est resté la chose la plus difficile que j'ai dû faire, notamment avec l'organisation du temps et de la liberté que représente la fac. C'est d'ailleurs ici que j'ai eu mes moments les plus compliqués. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à m'adapter, malgré un début d'année assez stressante et oppressante. J'ai tout de même réussi à m'en sortir et j'ai validé mon premier semestre avec la mention assez bien, environ 13 de moyenne. Je compte tout de même redoubler d'efforts au second semestre car je souhaite obtenir la mention bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie car j'ai appris à aimer ce que je fais, même si je l'avoue que les maths me manquent un peu. Voire beaucoup parfois, mais ce que je fais me passionne et je considère que c'est le plus important. Je regrette quand même quelquefois ne pas avoir donné que le tiers de ce que je fais maintenant, mais je me dis que cela m'a mené dans le tiers que j'aime. Concernant l'ambiance, c'est la fac de droit, quoi. Beaucoup de personnes un peu perdues en début, puis au fur et à mesure, les personnes s'en vont. Sur 1200, il y en a déjà 300 qui se sont réorientés ou alors abandonnés. Mais dans l'ensemble, l'ambiance est assez bonne, bon enfant, même si je trouve que dans certains groupes de TD, les personnes restent quand même assez dans un esprit d'individualité. Pour ce qui est du retour au lycée, pour l'instant, je ne suis pas trop dans la possibilité, j'ai beaucoup de travail, etc. etc. Bon. Alors, Jérémy Monjou. Bonjour monsieur, nous sommes concertés avec Thomas et nous serions libres tous les deux le 18 avril, de préférence le matin, pour venir parler de l'INSA ou du supérieur en général. Est-ce que ça vous irait? De mon côté, tout va bien, la transition s'est bien passée, même s'il faut travailler plus que l'année dernière. C'était prévisible. L'INSA a vraiment été le meilleur choix que j'aurais pu faire. Merci d'avoir pensé à nous et bon courage pour les petits terminales qui pensent naïvement que les maths au lycée, c'est difficile. Voilà. Amélie. Alors, Amélie Fauvel. Bonjour monsieur, tout d'abord j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de recevoir votre mail, tout se passe bien pour moi, même si la prépa me demande beaucoup de travail et que je ne vous fais pas vraiment honneur en maths. Amélie, c'était quasiment, elle n'était pas loin de majorer l'année dernière. Hein. Mais là, elle est en prépa à Fermat, je crois. De quoi? Et elle dit, je ne vous fais pas vraiment honneur en maths, mais elle ne me dit pas où elle en est. J'aimerais repasser au lycée, mais j'ai les mêmes vacances que les lycéens et j'ai des DS le samedi, donc je ne rentre pas chez moi pour le week-end. Mais je vais quand même essayer de prendre le temps de faire une petite vidéo pour présenter ma formation. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Voilà. Voilà. Ensuite, qui c'est que j'avais d'autre?
Alors, Guillaume, incroyable Guillaume. Alors, Guillaume, c'est pas toi, hein, c'est un autre Guillaume. Guillaume Lolon qui était quand même en difficulté, quoi. Et apparemment, ça se passe bien. Alors, bonjour monsieur, je continue mon parcours en prépa éco intégré à TSE, l'école d'économie de Toulouse. C'est différent du lycée et en même temps assez ressemblant dans le sens où il n'y a pas une grande liberté. Le rythme de travail est plus conséquent, j'ai entre 2 et 3 cols et 2 DS par semaine, dont 1 en maths. C'est enrichissant et les cours sont super intéressants, j'étais motivé dès la rentrée, donc j'ai pas pris de retard. Le seul petit problème, c'est que j'ai plus tellement de temps pour faire du sport, je sors que très rarement et je rentre pas souvent chez mes parents. Mais sinon, la vie au sein de l'établissement est super. Même s'il y a de la concurrence, forcément. C'est surtout un esprit d'entraide qui en ressort. La promo est grande et elle est partagée en 7 classes de 30 élèves. J'ai reçu mon classement du semestre 1 et je suis 7e sur 210. C'est motivant pour continuer à travailler dur. Concernant les maths, ils occupent une très grande partie du programme. J'ai 2 matières de maths, une sur les applications et une sur le raisonnement. C'est une méthode d'approche différente de celle du lycée. Nous faisons un chapitre par semaine et beaucoup de notions vues en terminale reviennent et sont approfondies, comme les dérivés, les suites par exemple. Les premières semaines, j'ai dû travailler encore plus afin de rattraper le retard que j'avais accumulé au lycée. Maintenant, ça va beaucoup mieux et c'est plaisant. Les autres matières principales sont la macroéconomie, la microéconomie, les statistiques descriptives et chacune d'elles aborde des notions mathématiques. Donc, il faut plutôt aimer ça. Il est à la TSE, donc c'est une prépa éco. C'est éco. Non, c'est École d'économie de Toulouse. De quoi ? TSE, c'est un peu une prépa intégrée à l'université, en fait. Et il était classé comment l'année dernière en maths 3 derniers. Ah bon? Ben oui, c'est... C'est comme nous. Voilà. Je vous dirai si je reviens, mais normalement, la prochaine fois, c'est pour les vacances de février. Malheureusement, le vendredi, je suis indisponible car j'ai DS de 18h à 20h. Je vais réfléchir à l'idée d'une vidéo si vous voulez. Voilà. Bon, Justine. Alors, Justine, elle fait de la chimie, je crois. Non, oui. Alors, bonjour monsieur, pour ma part, tout se passe plutôt bien. J'espère que pour vous aussi. Je suis toujours à Paul Sabatier en CMI. Donc, CMI chimie. Vous savez, c'est les filières fac un peu exigeantes. Là. C'est, comment ça s'appelle? Vous n'avez pas vu, là, les CMI? Voilà, Consus Master Ingénierie, c'est ça qu'on a parlé. En chimie. Et j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau lors de ce premier semestre. Attendons de voir ce qui nous réserve le deuxième. Effectivement, les études supérieures, ça rigole pas. Et la fac, c'est un environnement assez spécial, mais qui, je pense, me correspond plutôt bien. Au niveau des études, c'est vraiment pas ce que je pensais. Je fais encore beaucoup de maths et de physique, sorte de tronc commun avec les licences de maths et de physique pour la première année. Mais ça ne me déplaît pas plus que ça au final. J'espère juste que ça va continuer à me plaire. Pour vos élèves, c'est avec plaisir que je viendrai les rencontrer. Mes vacances sont la semaine du 1er mars. Je ne sais pas si ça correspond à un moment où vous êtes en cours ou non. Sinon, je vous enverrai un mail si je suis à Figeac un vendredi après-midi. Voilà. Voilà. Elle est à Paul Sabatier, à la fac de sciences, en CMI chimie. Donc c'est un cursus, voilà. Et on fait quoi avec ça après? Tu peux prétendre à faire des études d'ingénieur, tu vois, c'est ingénieur chimiste. Elle est partie sur la chimie. Elle dit qu'elle a, en fait, comme c'est un truc assez exigeant aussi à la fac, elle fait beaucoup de maths et de physique, donc elle va pouvoir, si elle veut se réorienter, elle aura déjà un panel encore assez large. Mais ça, moi, c'est un peu aux élèves aussi de vous raconter ça. J'espère qu'ils vont vous le présenter un peu mieux. Célia. Alors, Célia Delsahu. Bonjour monsieur. Alors, moi, j'étais parti sur une licence de biologie à Paul Sabatier. Comment je la vis? Ça dépend des jours. Le lycée me manque plus que je voudrais l'admettre. Les cours sont très intéressants, mais à certains moments, trop de biologie tue la biologie. Si je devais donner mon avis par rapport à tous les clichés que j'avais entendus, je dirais que oui, même à la fac, il faut pas mal travailler si on veut avoir de bons résultats. Que les professeurs sont super et très à l'écoute. Si on a besoin de poser des questions, ils sont là et ravis de nous répondre. Et ce n'est pas non plus très difficile de se faire des amis quand on connaît personne, car c'est le cas des 3/4 des L1, donc des premières années de licence. Par rapport à la charge de travail, je trouve ça assez épuisant de toujours travailler. Le rythme du lycée me manque souvent. Après, je connais beaucoup de monde qui travaille moins que moi et qui y arrive, mais j'ai toujours été très travailleuse et perfectionniste, donc je travaille beaucoup. Pour d'autres, la fac doit être plus facile à gérer. Je vais continuer dans cette voie car malgré tout, elle me plaît. Je pense que dans une autre fac, ce ne serait pas différent, sachant que je m'impose moi-même ce rythme de travail. Je pense, elle a toujours travaillé beaucoup, Célia, de toute façon. Je pense à partir dans l'enseignement car j'aime expliquer ce que je comprends. Le seul problème serait de gérer les élèves, mais j'imagine qu'on ne sait pas si on est capable de le faire avant de le faire.
pour venir en personne au lycée. Ça risque d'être compliqué jusqu'à mi-mai, car mes vacances sont en même temps que les lycéens et je suis en cours les vendredis. Mais si certains ou certaines ont besoin d'avoir des informations sur ma licence, c'est avec plaisir que vous pouvez leur donner mon mail. Voilà. Ouais, bref. Ouais. Et alors, il y a Hugo, lui, qui va se réorienter. Alors, Hugo Mullard, lui, il était parti à l'IUT de Figeac en BUT génie mécanique et productique. Donc, après, on se met à travailler. Bonjour, monsieur Blin. Je suis actuellement en BUT génie mécanique et productique à l'IUT de Figeac. Je me suis vite rendu compte, un mois environ après la rentrée, que ce n'était pas une formation qui me plaisait. J'ai quand même décidé de poursuivre jusqu'à la fin de l'année afin d'éviter de me déscolariser. Mais il y a des périodes où je me demande si je vais réussir à tenir jusqu'en juin. C'est la partie mécanique, machine-outil, que je n'aime pas. Je vais donc, à partir de la rentrée de septembre 2022, me réorienter vers un BUT mesures physiques à Limoges, de préférence. Donc, je dois refaire le processus Parcoursup. Et oui, en réorientation, on refait Parcoursup pour essayer d'avoir une autre école. Cette année, je me concentre donc sur les matières que j'aurai l'année prochaine et je laisse tomber la partie des machines et des outils. Dans ce BUT mesures physiques, il y a des maths, de la physique-chimie, ondes, électricité, optique, électronique, et c'est donc cela qui me fait choisir cette formation. Voilà, il va essayer de faire une petite vidéo sur le BUT GMP qui va quitter. Ok ? Voilà en gros les premières nouvelles. Donc, ouais, et puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont répondre, et puis s'ils peuvent passer, ils passeront. Je pense que c'est pour vous, c'est important, et puis d'avoir du retour d'élèves, et voilà, des a priori des fois qu'on se fait, et des idées reçues qu'on peut avoir, et puis quand on voit quelqu'un qui est dedans et qui nous raconte vraiment comment c'est, ça fait changer un peu les idées. Donc si on peut, j'essaierai dès que j'ai des nouvelles, de vous les donner, d'accord, comme ça, et puis on essaiera de les faire venir. Bon, allez, au travail, on rédige cette petite limite, donc c'est une composée. Donc, on va poser deux fonctions. Donc, on va poser f de x égale 2x, et g de x est égal à ln de x sur x moins 1. Ah, il faudrait peut-être que... Oui, c'est bon. Bien, donc, on est d'accord que notre fonction, là, on va lui donner un nom, on va l'appeler h. Cette fonction h, c'est la composée de deux fonctions. C'est la composée... Alors, c'est g rond f ou f rond g? C'est g rond f. Parce que regardez dans l'ordre, à x, on applique d'abord f, puis on applique g. Donc ça s'écrit dans le sens inverse, rappelez-vous, quand on écrit une composée. Et maintenant, on rédige la limite quand x tend vers 1/2 de ma première fonction, 2x, ma fonction f de x, 2x. Alors, vers quoi tend 2x quand x tend vers 1/2? Ça tend vers 1. Or, la limite quand grand X tend vers 1 de l'autre fonction, c'est-à-dire ln de grand X sur x moins 1, ça tend vers 1, comme on le sait, parce que c'est la limite du taux d'accroissement qu'on a démontré rapidement avant. Donc, et là, il suffit de dire, donc par composé, la limite quand petit x tend vers 1/2 de la composée, c'est-à-dire ln de 2x sur 2x moins 1, c'est 1, et c'est fini. Et on pouvait faire directement avec le taux d'accroissement, on trouve la dérivée, ensuite... Le problème du taux d'accroissement, c'est qu'il faut que ce soit du f de a plus h ou du f de x moins... en fait, il faut que ça ressemble exactement à ça. F de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc là, déjà, tu vois qu'on a un 2x et on n'a pas un x. Et là, pareil, on a un ln de 2x. Alors, on pourrait se dire que ça, c'est ton f de x. Mais on a un problème avec ce petit x qui est là. Donc non, c'est vraiment une composée de deux fonctions. Et on le décompose comme ça. Bon, passons à ce qui nous intéresse plus, parce que ça, il faut reconnaître, jamais vous aurez ça pour le bac. Non, franchement, on ne l'a jamais vu, des cas de composés comme ça, avec des limites par composé. Ça fait très longtemps qu'on ne fait plus ça. Ok. Bien, alors là, par contre, Mais il y avait ça. il y avait un truc avant, non? Ah ben... Ouais, mais je sais pas, il y a eu un raté. Allez, tableau de variation. Pardon ?
Ouais. Merci. Ok, donc c'est parti pour notre tableau de variation complet, même si on l'a déjà un peu fait. Notre courbe. Donc, f de x, ln de x. F' de x. C'est quoi f' de x? 1 sur x. F seconde de x. Moins 1 sur x carré. OK? On fait notre tableau. X défini sur 0 plus l'infini. La dérivée f' de x qui vaut 1 sur x, elle est strictement positive. Donc la fonction f est strictement croissante. OK? On peut rajouter des petites choses importantes. Les limites, ici, on sait qu'en 0 plus, ça tend vers moins l'infini. En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. On sait que ça va passer une fois par 0 d'après le corollaire du TVI. Il n'y a qu'un seul 0 là, évidemment. Elle est continue, hein, puisqu'elle est dérivable. En quelle valeur? Ça s'annule? En 1. ln de 1 égale 0. OK. C'est bien d'avoir aussi la convexité, la concavité, tout ça. Elle est comment cette courbe? Concave, parce que ça c'est strictement négatif, donc f concave. OK. On peut donc tracer notre courbe. Alors pour tracer notre courbe, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, de quoi a-t-on besoin? Déjà, peut-être de la valeur 1. ln de 1, ça fait 0. Donc déjà, on sait que ça passe par ce point-là. Oui. Et oui, la tangente 1, vous vous rappelez, on avait l'équation. C'est quoi l'équation de la tangente en 1? Y égale x moins 1. On pourrait peut-être la tracer. Y... Vas-y. De quoi? Tu le mets pas tout à fait au milieu, peut-être un peu plus à gauche, mais pas trop près. Oui. Alors, c'est la tangente, on avait dit, il y a une tangente d'équation y égale x moins 1. Donc ça, c'est la tangente en 1. Donc comment on la place? On peut commencer par l'ordonnée à l'origine. Ou par le coefficient directeur. En fait, non, tu as raison, on s'en fiche. Soit on utilise l'ordonnée à l'origine et on sait comme elle passe par ce point-là, directement, il n'y a plus qu'à relier. Soit on part de ce point et on utilise, tu as raison, le coefficient directeur qui vaut 1. Donc quand j'avance de 1, je monte de 1. D'accord? Je vais faire un 1 tout petit peu plus petit là. Et ici, on va prendre une unité aussi. Donc quand j'avance de 1, enfin non, le plus simple quand même, c'est de faire ça. Ordonnée à l'origine. C'est celui-là. Et donc voilà notre tangente. Eh bien parce qu'elle nous aide, elle va nous aider à tracer la courbe. Pourquoi elle va nous aider? Parce que ça vous donne la direction au voisinage de ce point-là déjà. On sait qu'elle est tangente en ce point, donc on sait tout de suite comment va être la courbe. Et surtout qu'on sait qu'elle est concave, elle est croissante et concave. Donc croissante concave, obligatoirement, ça veut dire qu'elle a une croissance comme ça qui décélère. De quoi? Tu pars de ce point-là, ça c'est le point de coordonnées 1, 0, c'est un point de ta courbe, et tu sais qu'ensuite tu as une pente. Du coup, c'est moins 1. De quoi? Là. Oui, c'est moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc comme ça, tu peux tracer, c'est le plus facile. Et ensuite, vous savez que la courbe est entièrement en dessous de n'importe quelle tangente, c'est ça être une fonction concave, graphiquement. Et donc on peut... Et on a ici une asymptote verticale. On n'a pas dit que c'était concave. Si, là, f est concave, la dérivée est strictement négative. OK? Bon, voilà la courbe de la fonction tangente qui a une croissance très très lente. Elle est réputée pour ça. Et elle est d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elle a été définie. Bon, elle n'est pas très belle, faites-la plus jolie que moi. Puis, de toute façon, ça ne sert à rien que je fasse ça.
Ok. De quoi? Non. Elle aurait plus, quand tu la regardes, si tu la traces sur ta calculatrice, tu auras même tendance à plutôt te dire, elle a l'air d'être complètement horizontale au bout d'un moment, mais en fait, elle ne l'est jamais. Pourquoi on est sûr qu'elle ne l'est jamais? Parce qu'elle est strictement croissante. C'est la stricte croissance qui est démontrée facilement. Hein. Pourquoi elle est strictement croissante? Parce que la dérivée est strictement positive. 1 sur x, ça vaut jamais 0. Donc il n'y a jamais des nombres dérivés qui valent 0, donc on n'a jamais une tangente horizontale. Donc elle ne fait que monter. Hein. Oui. Et en plus, elle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Elle pourrait avoir une asymptote oblique. Oui, elle pourrait être croissante et avoir une asymptote Oblique. Ah non. Elle ne peut pas avoir une asymptote verticale parce que pour une asymptote verticale, c'est quand tu tends vers un réel que ça te donne une limite infinie. Et horizontale, il faudrait qu'on ait un réel ici. D'accord? Elle ne peut pas avoir d'asymptote horizontale. Bien. Mais une autre manière de le dire, enfin non, c'était pas ça. Oui, tu as raison. C'est bon? Ok. Donc, c'est pas une branche de parabole, c'est la même type de courbe que l'exponentielle. C'est juste une symétrique de l'exponentielle. Hein, si vous tracez la première bisectrice du repère et que vous faites la symétrique, vous obtiendrez la courbe, vous obtiendrez l'exponentielle. Elles sont complètement symétriques l'une de l'autre. Donc c'est la même forme, ce n'est pas une forme parabolique. Bon, ok, donc il faut faire quelques petits calculs de dérivée. Donc, par exemple, voilà 3 petites fonctions. Dressez le tableau de variation de chacune des fonctions, définissez des variables sur 0 plus l'infini. On fait ça chronométré. Chaque petit tableau de variation, vous ne me faites pas les limites. D'accord? Vous ne me faites que les tableaux de variation, ça doit vous prendre à peu près 2 minutes par fonction, c'est gentil. Hein. Bon, le temps de coller, découper, allez, je vous laisse un peu, on va dire un peu plus. Mais il y a un problème là, moi j'ai pas la même chose sur mon cours. Vous l'avez ça? Vous aviez ce 15? Ok. Et après? Ah oui, grand 4. Ouais, je pensais qu'on commencerait ça. Ça serait bien qu'on ait le temps de... Au moins, j'avais prévu qu'on aille jusque là. Donc, ben voilà, on y est. Mais il faut pas qu'on... faut qu'on soit quand même efficace là, c'est pour ça. Allez, on dérive. On ne se trompe pas dans la dérivée. On met la dérivée sous une forme adaptée à l'étude de sin s'il y a besoin. Et bien, des fois, il faut que tu factorises, que tu mettes sous la forme d'un quotient. Ou des fois, tu as directement ton sens de variation. Allez, c'est parti. Tu sais si Ryan sera là demain? Non, Il sera pas là? je crois pas. Okay. Je lui donnerai... ou je le mettrai sur Pronote, comme ça il pourra regarder.
Alors, j'ai pas fait recto verso pour que vous puissiez coller, découper pour ceux qui veulent. Merci. Non, non, vas-y, vas-y. Il y en a deux chacune. Mais donne-lui, Solo. Je te donne pour toi. Louis, tu sais quand est-ce qu'il va revenir? On sait pas encore, on a fait un test aujourd'hui parce qu'il Il était positif? Il était qu'à contact? y a Yannick qui était positif. D'accord. Bon, de toute façon, je le mettrai sur l'LT. Merci. Est-ce qu'on peut faire genre une petite flèche et faire supérieur à 0 ou pas? De quoi? Ça, est-ce qu'on peut faire genre une flèche et faire supérieur à 0 pas? Pourquoi tu as fait ta dérivée seconde? Pour savoir si c'est comptable vrai. Mais je t'ai demandé. Mais c'est le tableau de variation. Bah, ta variation, ça parle pas de convexité ou de concavité. On n'a pas besoin. Non? Et sinon, on est juste. Oui, c'est juste. Ça m'entraîne. D'accord, d'accord. Non, 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 mettez pas les limites. De quoi? Vas-y. De quoi? Je peux faire une flèche et dire supérieur à 0 quand? Non, normalement c'est f' de x strictement supérieur à 0 si et seulement si. Donc c'est, tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Mais moi je te conseillerais de transformer ton écriture. Elle n'a pas une forme adaptée à l'étude de signes là. On a deux chacun. Voilà. On marque directement et après je fais une équation. Si tu veux. Oui. Non, j'en ai pas entendu parler. Si, il y a un rattrapage, il n'y a pas de rattrapage. Non, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout si c'est prévu. Et tu crois que tu seras plus prêt la prochaine fois? C'est ça la question. Hein? Et ben voilà. Donc, Une mauvaise note, je préfère en avoir une que deux. Parce que le bac, Ça peut être entraîné. le bac, ça fait deux. c'est bien, tout est enregistré. Je ne sais pas si tu as compris. Là, les preuves. Il a déjà prévu. Ça semble. C'est de sécher le bac. Allez, on y va? Vous avez fait les trois là? Vous en avez fait combien? Toi, je suis à la deuxième. Je me suis perdu à la deuxième. Allez, on y va. On est sur 0 plus l'infini. Hein. On dérive. Donc ça nous fait évidemment 3 moins 1 sur x. On ne le laisse pas sous cette forme. On met sous la forme d'un quotient. Ça fait 3x moins 1 sur x. Ok? Ça, c'est une forme qui est plus adaptée à l'étude de signes parce que c'est un quotient. On peut rapidement faire un petit... On fait rapidement son petit tableau. On se dit que 3x moins 1, ça change en 1 tiers. Et que x en 0 et 0, de toute façon, c'était une valeur interdite. Donc, voilà notre tableau. Les signes, C'est un tiers. bah, c'est
moins 0 plus, parce que 3 est strictement positif. La droite, elle monte, donc on est dans les négatifs à gauche, dans les positifs à droite. X est toujours strictement positif, moins 0 plus, décroissant, croissant. Le risque, ça va que ton inéquation, il n'y a pas de risque ici parce que tu sais que x est strictement positif. Mais quand tu résous une inéquation, à un moment donné, tu vas multiplier par x ou diviser par x, etc. Fais attention parce que si x n'a pas un signe constant, c'est dangereux. Là, c'est uniquement parce que x est strictement positif que tu peux isoler ton x. Oui, là, je suis un peu perdu parce que pour 3, moins 1 sur x. Mm. Moi, j'ai dit d'abord que c'était plus et moins. Parce que vu qu'il y avait un moins devant le 1 sur x. Bah ouais, mais c'est moins et plus. Regarde, est-ce que tu es d'accord que ça vaut bien ça? Oui, oui, ça, je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord que cette fonction affine, elle a un coefficient positif, donc autrement dit, ça monte, donc on est bien dans les négatifs à gauche, dans les positifs. Mais pourquoi je peux pas dire, enfin, je peux pas utiliser ça? Ben, tu utilises quoi? Tu veux regarder que ici et te dire quoi? Me dire que C'est pas une fonction affine, ça. ça fonctionne. Ok, donc en fait, ça fonctionne. Tu peux pas selon utiliser, les fonctions affines. eh oui, tu peux pas utiliser les règles des fonctions affines pour des fonctions qui ne sont pas affines. D'accord, Tu comprends? je vois, oui. Voilà. C'est le numéro. Ça, vous avez vu, hein, en terminale, il faudrait que ça vous prenne maximum 1 minute pour faire ça. Sur des cas très simples comme ça, vous n'avez pas à réfléchir, il faut le faire très vite. C'est là où vous serez prêt pour pouvoir faire des choses plus dures, mais il faut au moins pas perdre de temps sur des choses comme ça. Un sur x plus 3 ln de x. Solène, t'es prête? C'est toi qui me dictes. Trois fois 1 sur x ou 3 sur x, comme tu veux. Ensuite. Oui. Stop. Pause. Solène, je te chronomètre. Hein. Pour l'instant, c'est bon. Qui a dit je comprends rien, qui a besoin d'aide? C'est bon, c'est là, c'est celle de gauche. Vas-y. C'est quoi 3x1? La première phase. Mise au même dénominateur. Pour étudier le signe de ta dérivée, il faut que tu aies une forme adaptée. La forme adaptée, c'est quotient, produit, parce que ça, on peut faire des tableaux de signes. Donc, on multiplie en haut et en bas par x. Oui, ok. Ça fait 3x sur x moins 1 sur x, c'est-à-dire 3x moins 1 sur x. Et f' de x, c'est quoi? f' de x ben, f' de x, c'est ça. Vous l'avez écrit 2 fois dans le tableau. Ben non, j'ai écrit qu'une fois f' de x. Oui, mais 3x moins 1, c'est f' de x. Mais non, f' de x, c'est 3x moins 1 sur x, donc j'ai fait une ligne pour 3x moins 1, une ligne pour x, et une fois que tu as ça, tu fais ta règle des signes pour avoir le signe, d'accord? Et on va faire pareil ici. Vas-y Solène. De quoi? Et là, on a multiplié pareil, en haut et en bas par x, pour qu'il y ait le dénominateur x carré. Continue Solène. Ok, tu n'as pas fait de tableau, tu l'as fait directement, c'est ça? Ok, mais si tu mets qu'une ligne, c'est quoi le signe de 3x moins 1? Mais en fait, c'est le signe de f' de x. Tu remets f' de x en dessous? Alors moi, je trouve que si c'est pour faire ça, autant mettre, puisque n'oubliez pas que l'idée, c'est d'être convaincant, et donc autant mettre les deux, même si x carré est toujours positif, comme ça on comprend bien, parce que là c'était le cas, hein, x était toujours positif aussi, mais pourtant on comprend bien qu'on fait un tableau de signes avec des signes comme ça. Alors ensuite, bah oui, c'est toujours un tiers. Donc, c'est toujours 3x moins 1. Hein. Oui. Ça s'annule en 0. Moins 0 plus. Décroissant, croissant. Mais pas les valeurs, mais c'est exactement la même chose. Si on doit, oui, quand tu dois faire un tableau de variation, normalement tu calcules ta valeur. Là, en plus, c'était dressé le tableau de variation, donc normalement, il faut mettre la valeur. Mais on ne le fait pas là. Je veux qu'on ait le temps de faire la dernière. Enfin, de faire la formule qui nous reste à faire. Donc h de x, c'était x carré plus ln de x.
Alors, qui c'est qui va nous battre le record de Solène? Allez, vas-y, Gianni, à toi. Du coup, la dérivée, c'est h de prime de x égale 2x plus 1 sur x. Donc, si on ramène tout au même dénominateur, ça fait 2x carré sur x, qui est égal à 2x. On est d'accord, tu parlais de toi. Mais oui, tu n'allais pas resimplifier alors que tu venais de mettre au même dénominateur. Hein. Parce que tu as entendu, hein, tu m'as dit, on met au même dénominateur, ça fait 2x carré sur x, et après tu resimplifies en 2x. Non, ça... Ce qu'on peut faire, c'est on calcule le signe d'en haut, on calcule le signe d'en bas. Bah oui, c'est très rapide là. D'accord, donc, qu'est-ce qu'on dit? Du coup, en haut, c'est toujours positif. Et en bas, c'est toujours positif aussi. Oui, c'est pour ça que là, vous ne faites pas de tableau. Hein. Vous dites ça, c'est strictement positif, et x est strictement positif quand x est dans 0 plus l'infini. Donc, f' de x est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On peut faire son tableau, hein, si vous voulez, mais il va être simple. Hein. Et voilà. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, ça, il faut être tous capables d'aller vite sur ces petites choses-là. Vous êtes capable de dériver sans erreur. Il faut que vous ayez le réflexe de mettre au même dénominateur. Là, à chaque fois qu'il y a des petits quotients, il faut y penser. Et n'oubliez pas qu'il y a souvent des quotients quand dans la fonction, il y a du logarithme. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça fait apparaître des quotients. Même s'il n'y a pas de quotient au départ, dans votre fonction, vous allez en avoir quand vous allez dériver. D'accord? Bien. L'exercice, le grand 4. On passe au grand 4, dernière chose, et on aura fait ce que j'avais prévu. Donc c'est déjà pas mal. C'est juste une formule, c'est très simple. C'est une formule, la dernière formule de dérivation, dernière formule de dérivation de l'année, je crois. Eh oui, je crois qu'on aura tout après. Oui, mais il n'y en aura pas de nouvelles. Juste la première partie, oui. Alors, regardez, fonction composée avec la fonction ln, d'accord? Donc ici, l'idée, c'est de dériver le logarithme de u. Et oui, on sait dériver l'exponentielle de u, on sait dériver u puissance n. Et bien, la dernière formule qui nous restait, c'est le logarithme d'une fonction. Mais normalement, à part Guillaume qui la connaît par cœur, mais vous êtes tous capables de la retrouver parce que, rappelez-vous que vous savez dériver n'importe quel composé. On a une formule générale qui nous permet de dériver toutes les composés qu'on avait vues. Donc, on doit pouvoir dériver, trouver la formule. Et la redémontrer d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai marqué démonstration immédiate avec la dérivée de la composée. J'aimerais bien que quelqu'un me redonne la dérivée de f rongé. C'est elle la formule. Hein. La dérivée de n'importe quel composé. Vous en rappelez? Vas-y, Anna. Moi, je l'avais pas comme ça. G' de i. Ah oui, alors c'était pas les bonnes? C'était quoi? Non, mais genre, je mets G' de u. Donc, G rond U alors? Ouais. Ok, donc, C'est pas ça que je veux dire, mais i' fois G' de u. voilà. G' rond U. Normalement, c'est... C'est pour ça que je le mets comme vous le mettez encore. D'accord. Et on pourrait dire, donc, ouais, en tout cas, la dérivée de G rond U, c'est U' fois G' de U. Ok. Donc, allons-y. Maintenant, si on veut dériver ln de U, alors là, je vais le faire avec les parenthèses comme ça. C'est donc quoi la dérivée de ln de U? Vas-y, Samy. Je dirais 1 sur u. Non. Ah, On applique la formule. donc c'est u'. U' fois Ln de u. 1 sur... Ln de u. Non. Non. 1 sur U. Hein. La dérivée, c'est 1 sur x, mais on l'applique à la fonction U. Donc, c'est 1 sur U. Et on ne la prend pas U' fois 1 sur U, mais U' sur U. Donc, c'est elle là, U' sur U. Dernière formule. La dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Pardon?
Ah oui, alors pardon. U' de x sur U de x. Hein. Mais non, ça marche parce que tu vous avez dit que Oui, mais j'ai mis un petit x là, donc je dois mettre un petit x aussi. Vous pouvez l'écrire mieux que ça, si vous voulez. Écrivez-la comme ça. La dérivée de ln de u, c'est U' sur U. Vous la mettrez comme ça dans votre formulaire. D'accord? Ce sera peut-être mieux de la visualiser plutôt que visualiser avec f. Bon, voilà. Dérivez-moi cette fonction ln de x carré plus 1, qui est dérivable sur R. Est-ce qu'elle est bien dérivable sur R, cette fonction? Oui, parce que x carré plus 1, c'est strictement positif parce que c'est supérieur ou égal à 1. Donc on est sûr que ça, il n'y a pas de problème d'existence de dérivabilité. De quoi? Oui, exactement. Puisque c'est défini et dérivable sur R. Vous avez vu que dans les conditions, c'est vrai, je ne l'ai même pas lu la propriété, mais dans les conditions, c'est U, ça doit être une fonction qui est définie, dérivable et strictement positive sur l'intervalle, pour que la fonction ln de U soit dérivable. D'accord? Ben oui, parce que U étant dans un logarithme, on sait qu'elle doit être strictement positive. Et f' elle n'est pas dérivable sur R par contre. Attends, quand tu dis f' dérivable, ça veut dire que tu me parles de f seconde? Je veux dire, la dérivée n'est pas définie sur R, c'est ce que je dis. Si la dérivée n'était pas définie sur R, ta fonction ne serait pas dérivable sur R. En fait, l'ensemble de dérivabilité d'une fonction, Gianni, c'est égal à l'ensemble de définition de ta fonction dérivée. Pour la racine carrée, par exemple. Eh bien oui, regarde, ça marche pour la racine carrée. On sait que racine de x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Regarde quel est l'ensemble de définition de ta dérivée. Elle n'est pas définie en 0, puisque ça fait apparaître une valeur interdite. Et donc ça, c'est bien l'ensemble de définition de cette fonction, et bien c'est l'ensemble de dérivabilité de celle-là. Exactement. L'ensemble de dérivabilité de la fonction, c'est l'ensemble de définition de la fonction dérivée. C'est bon, vous l'avez cette dérivée? Ça va, c'est pas plus dur que... Hein? Ok. Donc pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à... Et il n'y a plus de logarithme. Hein. U' sur U, quand on dérive du ln de U, il n'y a plus de logarithme. Ça, c'est facile. Ça fait apparaître un quotient. Facile à déterminer le signe, entre guillemets. Bah ici, si on devait faire son tableau de signes, son tableau de variation de cette fonction, on ferait le tableau de signes de cette fonction. On est sur R, attention. C'est donc défini. Donc sur R, on est entre moins l'infini et plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire de la dérivée là? Ça, c'est toujours strictement positif, donc ça ne dépend que de 2x. Donc de 0. Mais non. C'est 0, hein, c'est 2x. Quand est-ce que 2x est positif? Quand x est plus grand que 0. Donc la dérivée, c'est moins 0 plus, donc la fonction, elle est décroissante croissante. Bah, allez-y, vérifiez-le. Tracez là la calculatrice à ln de x carré plus 1 pour voir si elle est bien décroissante croissante. Il ne faut jamais oublier que vos calculatrices, elles vous permettent de vérifier si ce que vous trouvez dans vos tableaux de variation, c'est cohérent ou pas. ln de x carré plus 1. De quoi? Oui, dans graphe. Tapez ln de x carré plus 1. Non, ça ne marche pas. Mais tu as écrit la dérivée, là. Attention, ce n'est pas elle qu'il faut rentrer. Hein. C'est la fonction, si on veut vérifier ses variations. ln de x carré plus 1. Par contre, là, tu as vérifié que ta dérivée, elle était bien négative puis positive, par exemple. Tu peux vérifier ça. C'est bon? Ça fait l'oiseau, en fait. Voilà, c'est les ailes d'oiseau. Ok. Bien. Travail à faire pour demain, mais j'ai autre chose à vous donner, donc rangez pas tout. Mais travail à faire pour demain sur les fiches que je vous ai données. Pour demain, tout ça? Bah non, vous voulez qu'on note ou je mets tout ça? Non. On note alors. Ouais, mais la philo. Mardi, on sera le 8. Après tout, attends, il disait que nul n'en serait. Exactement. Vous connaissez l'algébrie, les cartes? Attends, je n'ai vraiment pas le temps.
Pour demain, exercice 2, exercice 5, mais j'ai autre chose à vous donner. Ça, c'est les fiches d'exo qui seront toutes corrigées sur Pronote, d'accord? Donc c'est pour en faire plus si vous avez besoin de vous entraîner. Au moins, vous avez des... Donc je vous les distribue, mais vous avez des corrigés qui seront directement sur Pronote. Vous en prenez... Vas-y, on fait passer. Là, il y a 2 fiches. Fiche 1, vous en prenez une. Vas-y. Et la fiche 2, elle est en 2 parties. Il y a une feuille complète. Vas-y, non, prends donc une. Et le petit morceau qui va derrière. Voilà. Et évidemment, vous ne ferez pas tout, mais au moins vous en avez pour en faire pour mardi prochain, pour lundi prochain. On aura mercredi après-midi. Hein? On aura mercredi après-midi pour les visios. Oui, et puis il y a la semaine prochaine, il y a le week-end. Oui, il y a le week-end, mais déjà pour commencer. Oui. Il y a 2 pages et un petit morceau. D'accord? Il y a deux grandes feuilles et un petit morceau de feuille. Le petit morceau, ça va avec la fiche numéro 2. Ça arrive. Allez, au revoir, à demain.